Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis vraiment ravie, Stéphanie. C'est la deuxième fois que tu viens à mon micro. Donc, Stéphanie Achaquet, pharmacienne. J'ai un plaisir à dire que moi, on m'a toujours appelée la pharmacienne holistique depuis que j'étais à l'université. Mais je pense que tu portes un peu ce même, syllabe. Ouais. Et tu sais, à travers ton parcours, tu as vraiment endossé une voie qui trace la possibilité de travailler différemment dans ta profession. Hein, tu as fait ta formation en médecine fonctionnelle aux États-Unis, tu as fait même le Reiki, puis tu es quelqu'un curieuse, touche à tout, qui t'a permis maintenant de vraiment faire une nouveauté dans ta façon de travailler qui est au niveau de la consultation individuelle. Hein, on sait que tu as fait de la pharmacie communautaire, pharmacie d'hôpital, donc, mais maintenant, tu es vraiment concentré sur tes consultations de coaching et en santé. Comment tu prends cette approche avec tes patients? D'abord, merci de m'accueillir à nouveau. Je pense que tu as eu une influence sur moi inconsciemment, donc au niveau de la pharmacie holistique. Au niveau de mon approche, je regarde vraiment le patient dans sa globalité. C'est le centre. C'est lui qui décide, c'est pas moi. Moi, j'ai des informations, puis mes informations vont venir s'associer avec où est-ce que ou qu'est-ce que le patient veut. C'est vraiment, je regarde le patient dans sa globalité, dans toutes les sphères de sa vie. Puis c'est vraiment une autre approche. C'est une approche que j'aurais aimé recevoir. Donc, c'est une approche que j'offre à mes patients maintenant. Tu abordes, dans le fond, toutes les sphères que l'individu doit développer dans son style de vie. Absolument. Je commence toujours avec l'aspect, ce que j'appelle un peu biochimique ou physiologique, où je regarde, bon, j'ai une série de questions, ils vont se faire bombarder de questions pour comprendre ce qui se passe un petit peu au niveau physiologique. Symptômes, les ongles, ci, ça me donne des indices de ce qui se passe dans leur système. Puis après ça, je regarde aussi les sphères de la vie, parce que c'est beau bien manger, c'est beau bien avoir toute la sphère physiologique, encore une fois, stable, mais si on est dans un environnement toxique, si on est dans des relations qui nous apportent pas, si on a des conflits, si on a des défis, ça reste que ça va continuer le stress continue d'augmenter, puis les carences nutritionnelles peuvent continuer d'augmenter. Donc, c'est vraiment de regarder, OK, on va stabiliser. Puis après, comment est-ce qu'on peut prendre ces outils ou avoir de nouveaux outils pour les sphères environnementales, sociales, relationnelles. Je suis beaucoup dans l'identité et le relationnel. Je trouve que c'est ce qui impacte le plus l'humain dans ses sphères de vie. C'est vrai que dans cette optique-là, on remarque que l'environnement joue un rôle primordial. Hein? On en parle dans les Blue Zones, c'est la petite influence qui peut être si subtile que l'individu peut recevoir de son environnement. Donc, si c'est toxique, d'avoir un certain débalancement. Donc, toi, tu prends ce virage avec le patient pour aller chercher cet éveil. Exact. J'essaie de le conscientiser, de le rendre un peu plus aware, comme on dit, ou conscient, par rapport à ces petits aspects de la sphère environnementale qui peuvent avoir un impact sans qu'il s'en rende compte sur sa santé, son bien-être, le stress, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait rapidement ou c'est après plusieurs rencontres? C'est une bonne question. J'ai développé, je pense, une habileté à comprendre un peu directement c'est quoi les petits bobos, si on veut, ou les petits défis. Mais je rencontre le patient où est-ce qu'il est. Des fois, ça peut prendre un mois. Des fois, ça peut prendre une rencontre. Il y a un shift qui se fait de suite. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça dépend du client. Donc, tu dois être une experte dans le langage non verbal. Quand même. J'ai développé, mais tu sais, j'ai lu énormément de livres sur ça. J'ai lu énormément de livres sur le comportement humain, sur l'influence, sur comment comprendre. Ce qui me donne des indices, moi, quand quelqu'un me parle, ça a l'air de quelque chose qui le stresse. Donc, je viens chercher les émotions à travers le coaching que je fais. À ce moment-là, tu peux amener la personne tranquillement à avoir un regard différent sur elle-même. C'est tout un travail en finesse. Oui, exactement. Je suis un peu le miroir eux, ils ont un miroir. Moi, j'essaie de les amener vers le vrai miroir. Puis des fois, c'est un défi parce que les gens ne se perçoivent pas comme ils le sont réellement. Il y a toutes les influences parentales, environnementales, sociales, les vouloir paraître et tout ça. Donc, j'enlève tout ce miroir qui n'est pas réel, puis j'essaie de leur amener le vrai miroir qui fait un changement, ça fait un shift. Souvent, mes clients sont transformés. Puis c'est ça qui me drive le plus. C'est un peu comme enlever les plures d'oignon pour trouver l'essence même de l'individu. Exactement. Carrément, c'est exactement ça. J'enlève tout ce qui n'est pas à eux, puis je les aide à comprendre l'identité. J'ai eu une cliente récemment, tout ce qu'elle avait besoin, c'est de lui dire que c'était correct, qu'elle fasse le choix de fermer sa business puis de faire autre chose.
Mais elle avait peur, elle avait toute l'influence, c'était pas aligné avec elle savait pas comment dire non. Donc, des fois, ils ont juste besoin d'un push ou quelqu'un qui leur dit c'est correct. Ça semble plus aligné selon ce que j'entends de ce que tu me dis. Puis ça les rassure, ça leur donne un peu d'espoir. Ce que tu partages, en fait, c'est l'élément qui permet à la personne de se reconnecter avec ses valeurs et son essence profonde. On sait que nous, on a été formés dans le domaine purement là, des protocoles pharmacologiques, mais on essaie de sortir un peu de ce paradigme pharmacocentré ou de la médecine interventionniste ou axée sur les approches pharmaceutiques et d'incorporer donc des compléments. Donc, toi, dans ta pratique, c'est vraiment ce que tu incorpores. Absolument. J'ai des clients qui prennent déjà des médicaments. On avait Goto. Il y en a qui veulent les arrêter. Il y en a qui sont pas certains. Encore une fois, c'est le patient qui est au centre. C'est le patient qui décide. Moi, je suis juste un outil qui va les guider selon eux. Puis, je vais essayer de les amener où est-ce qu'ils veulent aller. Des fois, ils ne savent pas nécessairement, mais moi, je le vois puis je les guide. Puis c'est un peu ça, je pense, mon habileté que j'ai développée, c'est de voir des choses qu'eux ne voient pas encore. Puis, j'enlève un peu le nuage. Je les aide à enlever ça pour dire « Ah, j'ai une vision, finalement, j'ai des rêves, je peux y arriver. » J'aime faire retrouver le core, cette transformation, c'est ça qui me stimule le plus quand je vois la transformation au niveau de l'humain. Oui, en fait, moi, j'aime ça, ce que tu exprimes. Tu sais, on voit, par exemple, en médecine fonctionnelle, c'est quand on amène l'individu à saisir tout ce qu'il peut faire dans les petits changements et la progression qu'il vit. C'est tout un processus de transformation. Donc, tu dois voir des témoignages des patients qui te l'expriment. Oui, j'ai des patients qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient se sentir aussi bien de leur vie, qui se sentent mieux sans médicaments, qui ont toujours été avec médicaments. J'ai eu beaucoup de témoignages sur ça. Puis, il y a aussi l'aspect, quand il y a un changement qui commence à se faire au niveau de la sphère de la vie alimentaire et de base, d'un lifestyle qu'on appelle, c'est comme se donner à soi. Puis c'est quelque chose que beaucoup d'humains n'ont pas la capacité de faire, de se donner. Donc, il y a comme une perception qu'il faut donner aux autres. On n'est pas important. Puis, il y a comme un changement qui se fait où se dire, ben non, mais t'es une priorité aussi. Puis, il faut que tu mettes dans ton agenda que t'entraîner, c'est pour toi. C'est pas juste pour paraître. C'est pas juste... Donc, change la perspective par rapport au changement aussi qui facilite la transformation. Ça rejoint ma vision kaléidoscopique. Absolument. Comme tu sais, qu'on a déjà discuté. Moi, je trouve que c'est tellement fascinant qu'on peut observer chez la personne, tu sais, ce changement de perspective. Ouais. Toi, dans toutes tes connaissances, c'est sûr que tu pratiques la pharmacovigilance, tu regardes un peu ce que la personne a déjà eu dans son parcours, que ce soit son parcours médical, son parcours, donc son dossier complet de santé. Et parfois, tu amènes certains changements quand même assez importants. Tu sais, que ce soit, on peut parler de médecine fonctionnelle, les suppléments, t'en as parlé un petit peu, l'alimentation, l'exercice physique, comment vivre en harmonie avec son corps. Mais c'est quoi l'élément que tu abordes en premier? C'est quoi la séquence? OK. La séquence, je commence toujours par le physiologique. Donc, ce qui est médicaments, suppléments, nutrition ou exercice. C'est vraiment la sphère parce qu'une fois quand j'ai un client qui est déstabilisé, qui est pas bien ou qui se sent pas bien, ça passe moins bien tout ce que je vais lui donner comme message ou les changements de perspective. Donc, une fois que je leur balance, là, il se sent mieux. Il se dit, OK, il y a des changements qui se passent. Là, on peut communiquer. Là, le changement ou la transformation au niveau du coaching se fait beaucoup plus facilement. Je commence toujours avec le physiologique. Série de questions. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des médicaments? Où est-ce qu'on est? Je regarde les laboratoires. Ils m'envoient les labos qu'ils ont déjà fait. Je fais vraiment une analyse complète. Qu'est-ce qu'ils mangent? Je passe du temps avec eux pour vraiment aller au plus profond. Est-ce qu'ils prennent des suppléments? Il y en a qui prennent beaucoup de suppléments, puis on finit par cesser des suppléments aussi. Il y a des interactions dans tout ça. J'ai vraiment une approche différente par rapport à ça. Une fois que ça s'est fait, il y a des changements qui commencent. Quelques semaines après, je dis, OK, là, ils sont prêts. Je peux gager s'ils sont bien ou pas bien encore ou si on a atteint un certain niveau de conscience, si on veut. Puis à partir de là, je commence le coaching et là, on y va plus au niveau transformationnel. Puis tu dirais que ça prend combien de temps, tu sais, cette démarche-là? Tu sais, il y a comme un minimum pour voir vraiment, tu sais, le changement dans la vivacité de l'individu. J'ai des clients qui ont changé en une semaine, carrément. J'ai un patient schizophrène qui avait complètement shifté en une semaine. Donc, lui, il n'en revenait pas. J'ai une autre cliente, c'était une déprescription.
de médicaments. Puis au début, c'était un petit peu plus difficile, mais elle se rendait compte qu'elle n'avait pas d'effet secondaire de déprescription. Donc déjà, il y avait un changement au niveau de sa perspective de qui elle est versus qui elle est sans médicaments. Il y a comme tout un changement d'identité qui se fait en même temps. Mais ça peut prendre une semaine. J'ai des clients qui étaient anxieux, ils ont pris quelque chose après 30 minutes, c'est passé. Tu viens activer le empowerment ou la souveraineté de l'individu. C'est ce que j'adore. I empower people. Je leur donne le pouvoir à eux au lieu de mettre le pouvoir dans les mains de tout le reste. Votre santé, votre pouvoir, que j'aime dire. Exactement. C'est mon mantra, c'est ce que je fais. Je suis vraiment dans l'individu a le pouvoir de changer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au public? C'est quoi le key point? Tu sais, la clé secrète qui fait qu'il va avoir... Un shift? Faut commencer par réaliser qu'on a peut-être besoin d'un shift ou qu'on n'est pas une victime des circonstances et qu'on a plus de pouvoir. Puis à partir de là, il y a déjà une petite craque. La craque est faite, moi, je vais juste claquer la craque. Je vais l'ouvrir, puis là, on va transformer. Mais il faut qu'il y ait cette petite craque où quelqu'un se dit « Ah, attends, il y a peut-être quelque chose qui peut faire en sorte que... » Il y a comme cette petite réalisation-là. Une fois qu'il y a ça, là, on peut jouer, on peut naviguer, on peut transformer. Trouves-tu aussi que c'est une façon d'amener la personne à trouver son ikigai? Hein? Tu sais, on sait que c'est le point central, c'est quoi la grande motivation de notre vie, puis de vraiment aller chercher la volonté de dire « Moi, je suis dans un mode créatif pour ma vie. » Absolument. Je suis beaucoup dans la créativité, en fait. T'apportes un point, mais dans des recommandations que je fais, je vais voir qu'est-ce qui les stimule créativement. Souvent, ils sont trop dans leur tête, je les ramène à leur corps. Est-ce qu'on dessine, on fait de l'art, on fait de la comédie, puis je leur donne des devoirs à faire. J'aime bien la comédie. Oui, j'ai un client qui fait de la comédie, il avait arrêté. Je dis, pourquoi? Ça te rend heureux. Donc, j'injecte un petit peu d'étincelle vers la créativité aussi qui va permettre le shift. C'est comme réanimer tous les sens. Ouais. Tu sais, moi, je dis toujours, on vit dans notre corps, hein, on est incarné, puis c'est là, on a tous ces outils-là qu'il faut faire vibrer, hein, tous nos sens. Donc, je suis un peu le petit catalyste de tous ces petits... des petits trucs qui ont shut down ou qui ont décidé de fermer parce que quelqu'un leur a dit quelque chose ou moi, je réallume ça. Tu mets la switch exact. bien ouverte. Oui, c'est ça. Ouais. L'interrupteur est allumé. Ouais. Stéphanie, tu as écrit plusieurs livres. Ton premier Thin Lines que tu as publié, c'est en 2018-2019? 2019-2020, si je me souviens pas. Je me souviens quand tu étais venue me voir à ma pharmacie, quand tu avais sorti ce livre-là, puis c'était toute une quête de comment comprendre le milieu des affaires. Parce que tu es pharmacienne, mais tu es une entrepreneur, tu es une chercheuse, tu es quelqu'un de doté d'une énorme curiosité. En quelques phrases, comment tu peux parler de ce premier livre? C'est un livre où c'est toutes les questions que je me suis posées à travers mon cheminement d'entrepreneuriat. Donc, est-ce que j'arrête ou je continue? Est-ce que ça veut dire que ça, c'est un défi ou là, c'est un échec, il faut que je comprenne, puis il faut que je l'accepte? Donc, c'est toutes les questions que je me suis posées à travers le cheminement. Puis je raconte un peu l'histoire de ma première start-up. La fin, vous la verrez. La fin, c'est un peu ce que je suis devenue aussi. Mais c'est toutes les défis, puis j'ai réalisé à travers le temps et à travers mon écriture que je n'étais pas tout seul. Les gens m'écrivaient, puis ils me disent « Ah, je vivais la même chose, tu m'inspires, ou tu prends ta force, est-ce qu'on peut se parler? » Donc, c'est tout le questionnement qui est venu, que je me suis posé à travers ce processus que je partage avec toutes les leçons que j'ai apprises. Quand tu es entrepreneur, hein, il y a des sentiments de solitude, hein, je les ai vécus souvent, fait que c'est un peu aussi cette volonté de rassembler puis d'aller chercher. Oui, il y a des étapes qui sont ardues, mais c'est de croire à son rêve, puis de les surmonter. Je pense que de croire, c'est l'élément clé, essentiel qu'il ne faut pas éteindre, parce que tout le reste va essayer de nous faire éteindre ce rêve. Donc, faut rester fort puis tenir à ça. Nourrir la flamme. Toujours. Au niveau de ton deuxième grand livre, alors, See True for a Vibrating Life. Navigating Through Healthcare Science and Spirituality. Quand tu es venue me parler de ce livre-là, là, j'ai dit, là, tu m'épates, Stéphanie. Parce que là, tu as vraiment ouvert la brèche de vouloir réunir toute la subtilité du monde visible et invisible. Toi, c'est comment tu l'expliquerais, ce deuxième recueil? J'ai aimé ce que tu as utilisé. Je suis un peu une connectrice.
Donc, j'aime connecter des mondes qui semblent tellement distants, mais finalement, il y a un pont. Puis j'essaie de bâtir ce pont-là à travers parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est blanc ou noir, tout est un peu gris. Oui. Donc, c'est de jumeler un peu cet aspect de la science, la compréhension de la réalité de la science, de qu'est-ce que j'ai étudié, des études scientifiques et tout, puis d'avoir un certain bémol par rapport à la compréhension de tout ça. Donc, je partage un peu la science, le système, puis après, je vais dans l'humain, les atomes, les molécules, comment que notre corps est fait, puis comment on peut changer tout ça à travers des pensées, à travers différentes autres méthodes. En fait, quand on est chercheur dans l'âme, ce que tu es et ce que je suis, c'est qu'on est toujours prêt à reformuler ce qu'on nous a enseigné. Donc, on prend rien pour acquis. Exact. C'est quand même difficile parce qu'on a tous les défis de se dire « Ah, mais j'ai appris ça, mais ça se peut que ça soit pas vrai. » Donc, il y a des gros questionnements, parfois existentiels, qui viennent avec ce genre de questionnement-là. Mais une fois qu'on se laisse aller puis qu'on se dit « J'ai le droit de questionner, un peu comme tout le monde. C'est un humain qui a sorti la théorie, je pourrais peut-être en trouver une autre. » Et être correct avec le fait que peut-être que j'ai tort aussi. Mais vraiment, cette quête de découverte et de curiosité, je pense que c'est important. À travers ce livre, donc, tu as amené un élément qui fait en sorte que tout peut être dans une phase de transformation. Oui. Qui vient, que ça soit des molécules, que ça soit des systèmes, que ça soit, je pense, c'est de changer la perspective puis de voir les choses autrement, qui peut mener à des transformations. J'adore ce terme. C'est beaucoup dans ce qui vient me rejoindre. Donc, ouais. Ton troisième livre, là, on parle vraiment de santé mentale. Hein? Ouais. C'est Spiritual Psychosis, Breaking the Concept of Mental Illness While Understanding Psychic and Extrasensory Perception and Transcendence. On est des fans de Dr. Gabor Maté, tous les deux. Puis on sait que, en fait, c'est quelque chose qu'on partage, que des fois, l'expérience de vivre des détresses, ça peut être aussi une expérience humaine. Nonobstant que dans certains cas, il y a besoin d'avoir une prise en charge importante au niveau profil pharmacologique, hospitalisation. On sait que à travers ces expériences, il y a des compréhensions à avoir sur ce que l'individu vit à travers cette phase de vie qu'il expérimente. Ouais. Donc, toi, c'est ce que tu as voulu vraiment développer dans ce livre-là. C'est un dialogue avec moi-même. J'ai vécu des choses, puis je vous invite à lire si vous êtes curieux. J'ai vécu des choses où je me suis dit, mais on n'a pas de guide. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça ou quand on expérimente ça? Le seul guide qu'on a, c'est de dire, ah, ben s'il y a quelque chose qui n'est pas dans les normes, ben il faut aller voir le médecin, puis ça veut dire qu'on est malade. Mais est-ce que c'est vraiment nécessairement ça tout le temps? Est-ce qu'il y aurait peut-être autre chose? Puis je parle aussi de ça au début, tu sais, si ça vient d'un environnement social, si on a été éduqué dans un environnement médical, on va aller voir un médecin. Un environnement de naturopathe, on va aller voir un naturopathe et vice-versa. Mais puis c'est un peu le questionnement, encore une fois, beaucoup de questions et beaucoup de quêtes à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait ou de donner le courage surtout à quelqu'un qui vit ou qui expérimente quelque chose comme ça et de comprendre tous les questionnements qui se passent, les voix qu'on entend. Est-ce que c'est ma voix ou c'est la voix de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est un peu c'est vraiment un dialogue où j'essaie d'inspirer quelqu'un ou dire, finalement, peut-être que tu vas être correct. Dans un monde idéal, puis c'est ce qu'on souhaite, toi et moi, c'est d'avoir justement plusieurs professionnels de la santé qui collaborent ensemble pour justement amener l'individu qui est dans une phase, disons, de détresse, qui puisse avoir des options différentes et en même temps de se dire, je suis pas cataloguée, tu sais, il y a le fameux DMS5 pour les diagnostics en santé mentale, mais souvent, c'est quelque chose qui peut figer l'individu au lieu de dire, c'est quelque chose que je peux transcender. Et on sait aujourd'hui, tu sais, il y a des patients partenaires maintenant, je pense à Luc Vigneault, tu sais, qui ont exprimé justement de pas être dans l'étiquetage. Ouais. Alors, c'est ça, on sait que c'est possible maintenant de passer à travers cette phase et de renaître. Oui. Mais c'est un peu dans, tu sais, une fois qu'il y a l'étiquette, puis si on décide qu'on ne prend pas l'étiquette, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que le système, du moins d'où je viens ou d'où j'ai étudié, on n'a rien si on n'a pas d'étiquette. Tout vient par une étiquette. Donc, c'est un peu de reconstruire ou de transformer ou d'amener des nouvelles approches pour les
encore une fois, le patient au centre de la décision, qu'est-ce qui pourrait être offert? Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités? Etc. Donc, c'est vraiment d'avoir d'autres options, des alternatives. Dans ton livre, tu parles de extrasensory. Donc, on sait que, je pense que les recherches le disent, c'est que quand on vit certaines expériences qui sont hors du commun, qu'on dit que c'est pas dans la normalité, j'aime pas vraiment ce mot-là, mais c'est un peu un mot qu'on utilise dans notre société, on a la possibilité de faire regarder l'individu que c'est une expérience de vie. Tu sais, comme dans certaines cultures, il y a le chaman qui va dialoguer avec cette personne-là puis qui va plutôt aiguiser ce talent à l'utiliser autrement. Au lieu que ça soit réprimé, ça peut être exprimé dans une optique positive et constructive dans son rôle sociétal et par rapport à lui-même. C'est un peu ce que tu exprimes, c'est de dire à l'individu, il y a d'autres options. Il y a aussi dans son mode de vie pour trouver l'équilibre dans toute cette sensibilité-là. Oui. Mais tu sais, encore une fois, je commence avec la stabilité. Des fois, on n'est pas dans un état pour communiquer, donc on stabilise, puis après, il y a différentes manières d'avoir des alternatives ou des guidances ou quelqu'un qui va nous amener vers un autre chemin. Je pense que ça a un énorme impact sur le découlement de la vie après, du chemin qu'on a décidé de prendre ou sur lequel on a été influencé à prendre aussi. Ben en fait, je pense que ça peut être primordial. C'est ça qui peut faire que la personne va vivre de façon très épanouie ou plutôt de façon très renfermée et de devenir quelqu'un d'éteint un peu, là, tu sais. Il y a des études qui démontrent qu'une fois qu'on a un diagnostic, il y a un shift d'identité qui se fait. Puis le comportement de l'humain va changer pour essayer de coller à l'étiquette. C'est inconscient, mais ça a des impacts inconscients aussi. Donc, c'est quelque chose qui est important à comprendre au niveau du système. Puis c'est quelque chose on essaie de dire, oui, il peut avoir un diagnostic, mais c'est pas figé. C'est pas une étiquette. Exact. C'est très important de pas l'oublier. Tu as un autre petit livre, écoute, Journal, 100 jours de gratitude guidée. Ouais. J'adore ça. Explique-moi. Ça a été un petit moment difficile dans ma vie où je me suis dit, j'avais de la misère à trouver de la gratitude. J'avais de la misère. C'était un petit peu plus difficile. Donc, j'ai commencé à écrire. Puis, j'écrivais 3 choses à chaque jour. Puis là, je répétais les mêmes choses. Je me dis, mais il n'y a pas de travail qui se fait. Donc, il manquait un petit peu d'inspiration ou de créativité par rapport à des types de gratitude que j'oublie ou que je prends pour acquis. Donc, c'est venu avec ça. Puis, il y a de la gratitude. Dans le journal, il y a de la gratitude qui s'oriente vers soi, sur nos qualités, sur qui on est. Et il y a aussi par rapport à l'extérieur. Donc, on a souvent tendance à dire, j'ai de la gratitude parce que j'ai une maison, mais par rapport à soi, qu'est-ce qu'il y a aussi qui t'amène ça? Donc, ça m'avait pris 100 jours où j'ai commencé à remarquer un shift. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le 100 jours. Puis ça donne un peu un espoir et une certaine orientation pour quelqu'un qui commence puis qui se dit qu'il n'y a rien qui se passe après un mois. C'est un peu comme la méditation. Ça prend de la pratique. Puis après ça, il y a un déclic qui se fait. Puis là, on comprend la transition. Dans les conférences que je fais sur la gratitude, hein, c'est un de mes sujets favoris. On dit que pratiquer la gratitude tous les jours, de façon continue, justement, on va observer cette reconnexion avec nos valeurs, notre essence profonde, qui va faire en sorte qu'on va avoir un regard différent sur la vie, et même au niveau de sa valorisation personnelle, mais aussi de la valorisation de comment on interagit avec les autres. C'est très puissant. Et Huberman, qui est un neuroscientifique qui a un podcast très connu, il a découvert aussi la gratitude dans la dernière année. Puis j'ai tellement rigolé, je me dis, c'est-tu fantastique, parce que lui, quand tu l'observes, il n'y a pas cette image du mec là, enclin à la gratitude. Mais c'est vrai, ça fonctionne. Puis maintenant, on sait que ça possède un pouvoir assez fascinant. Ben, je sais que c'est beaucoup dans ta pratique, dans ton mantra, dans ton expérience et tout. Donc, ça, j'endosse et j'approuve ça aussi parce que moi, ça a marché. Merci, Stéphanie. Merci pour cet échange fructueux. Merci de m'avoir accueilli à nouveau.